C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté ce soir par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. La grisaille est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures en baisse. La minimale sera de 1 petit degré demain matin et la maximale 9 degrés. À la une de ce JT, le site Brandt de Vendôme peut être bientôt repris. Un projet de reprise a en tout cas été déposé par le groupe breton Ever, fabricant d'électroménagers. Sa viabilité va être étudiée par le tribunal de commerce de Nanterre. Et justement, notre invité sera Éric Veriden, président du tribunal de commerce de Tours. Il pourra nous expliquer en quoi consiste cette procédure et reviendra sur l'année 2025 qui connaît un triste record en termes d'ouverture de procédures collectives en Indre-et-Loire. Que deviennent nos déchets nucléaires? Les habitants voisins et les autres des centrales nucléaires ont des questions et des inquiétudes pour les recueillir. Un débat public était organisé hier soir à la centrale de Chinon. Et puis, un nouveau monument de la mythique route nationale 10 va être conservé. La municipalité de Chambray-les-Tours l'a annoncé. Le resto-route typique des années 60 sera intégré au projet immobilier de la Porte des Arts et restauré, de quoi réjouir l'association de préservation du patrimoine Nostaldis. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir, louer solidaire. Comment les propriétaires privés peuvent agir contre le mal logement? Question que l'on posera à Pascal Gasnier, prospectrice immobilier au sein de Propriétaires Solidaires 37, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, Faustine, le site Brandt de Saint-Ouen intéresse un potentiel repreneur. Le groupe breton Ever, spécialisé dans la fabrication d'électroménagers, vient d'annoncer avoir déposé une offre de reprise des derniers actifs de Brandt près de Vendôme. L'objectif étant d'y développer une activité industrielle de fabrication de plaques de cuisson et de fours. Alors, qu'adviendrait-il des 95 salariés du site vendômois? Doivent-ils y voir une lueur d'espoir? Les explications d'Hélène Chaplet. Lui, c'est Martin Akpil, PDG d'Ever, une start-up bretonne. D'ici demain, il doit déposer auprès du liquidateur judiciaire de Brandt une offre pour lancer une nouvelle activité industrielle à Vendôme. Et pour ce faire, il entend bien utiliser les machines, mais aussi le savoir-faire des anciens salariés vendômois de Brandt. L'industriel souhaite lancer toute une gamme d'électroménagers local, esthétiques et réparables. À Vendôme, il s'agirait d'abord de fabriquer des plaques de cuisson. Nous allons se focaliser sur les plaques de cuisson pour un redémarrage rapide qui va nécessiter le recrutement de quelques collaborateurs, une dizaine de collaborateurs au démarrage, pour atteindre presque 30 à 50 collaborateurs dès la fin de la première année. Et d'ici 2028, nous souhaiterons développer une gamme de fours. Voilà, également sur ce site-là, et atteindre en 2029 plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires en recrutant environ 150 collaborateurs. Il y a de très belles compétences d'un côté, il y a un outillage industriel, il faut relancer quelque chose. Cette proposition va donc être étudiée par le liquidateur judiciaire. Il va la comparer aux autres, s'il y en a, et faire une recommandation au tribunal de commerce, seul habilité à l'accepter ou la rejeter. C'est en tout cas un nouvel espoir pour relancer le tissu industriel vendômois et redonner du travail à une partie des anciens salariés de Brandt. Cette usine, elle reste attractive, notamment en raison des machines qui s'y trouvent, mais aussi des compétences des salariés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'ai trop connu les ascenseurs émotionnels avec les salariés tout au long de la fin de l'année dernière pour me réjouir trop fortement. Je n'ai pas rencontré ce possible repreneur, je ne connais pas son modèle économique, je ne connais pas son projet industriel, donc il est beaucoup trop tôt pour se réjouir pleinement de cette annonce. Ever, c'est pour l'instant ce prototype de lave-vaisselle aux façades colorées. Un produit made in France, réparable et conçu pour durer 20 ans. Un style que l'on retrouvera également sur les plaques de cuisson et les fours de la marque. Alors, ces produits seront-ils fabriqués à Vendôme? C'est au tribunal de commerce de Nanterre d'en décider. En Indre-et-Loire, le nombre de procédures collectives ouvertes auprès du tribunal de commerce de Tours a battu un triste record en 2025. Oui, il a enregistré une hausse de 7% en un an, avec certains secteurs plus touchés que d'autres. On en parle avec le président du tribunal de commerce de Tours, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Éric Veriden, bienvenue sur notre plateau. Mais d'abord, on vient de voir un reportage sur un projet de reprise de l'entreprise Brandt à Vendôme, liquidé en décembre. Alors dans ce genre de cas, c'est à vous les juges de valider ce projet plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui est
À quoi vous êtes attentif en priorité ? Ce qui est en priorité, c'est la qualité du projet de reprise dans ces cas-là. Je pense que, je ne connais pas spécialement le dossier parce que vous l'avez dit, c'est le tribunal de commerce de Nanterre et non pas à Tours ou Blois qui juge ce dossier-là. Simplement, dans tout dossier de reprise, qu'est-ce qu'on va analyser ? La qualité du projet, le nombre d'emplois qui sont éventuellement repris, éventuellement l'indemnisation des fournisseurs ou des créanciers qui existent, et puis le maintien d'une activité sur place, c'est-à-dire en l'occurrence sur Vendôme. À Tours, on l'a dit, année record en 2025 avec 527 procédures collectives. Les procédures collectives, c'est celles qui mènent à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire d'une entreprise. Donc 527 ont été ouvertes en 2025. Une année normale devrait tourner autour de 300-350. Oui, c'est ça. Mais depuis 3 ans, on est bien au-dessus. Comment on explique ça ? La première année, on avait une très forte baisse pendant la période Covid, si vous voulez. Donc, première année, on s'est dit, en fin de compte, si on lisse les 2 années, on retombe sur un niveau normal. Par contre, 2024 s'est maintenu à un taux près de 500 et cette année 2025, on est à 527. C'est-à-dire, on constate qu'on a toujours un nombre très important de procédures. Alors, il y a tout un tas de facteurs. C'est sûr que l'économie n'est pas exceptionnelle en ce moment. Le bâtiment a beaucoup souffert. La restauration souffre énormément aussi actuellement. Donc, quand vous accumulez tous ces facteurs, malheureusement, on le retrouve au tribunal de commerce. Mais ça fait partie justement des secteurs qui sont les plus touchés ? Alors, le premier secteur, c'est le commerce. Mais alors, le commerce est tellement diversifié qu'en fin de compte, ça fausse un peu le jugement. Après, c'est la construction. Et après, c'est le troisième secteur. On a la restauration, hôtellerie. Est-ce que c'est inquiétant pour 2026 ? Je dirais tous les signaux qu'on peut avoir par les journaux économiques ou autres ne sont pas exceptionnellement bons. Malheureusement, on s'attend à quelque chose de comparable. Certains de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais les juges du tribunal de commerce, vous êtes tous bénévoles ? Tous, sans exception, moi compris. Et vous avez tous été aussi chefs d'entreprise. Alors, pour devenir juge au tribunal de commerce, il faut avoir été chef d'entreprise. C'est une obligation légale. Il faut être en activité au moment de l'élection. Donc, on a des juges qui sont toujours en activité. C'est à peu près un tiers de notre effectif. Et des juges qui sont actuellement en retraite. C'est nécessaire d'avoir cette expérience pour pouvoir juger les dossiers ? C'est qu'on juge des chefs d'entreprise et je pense qu'un chef d'entreprise qui vient demander de l'aide, il est beaucoup plus à l'aise et il est beaucoup plus confiant dans le conseil qu'on peut lui donner parce que nous sommes aussi chefs d'entreprise, anciens chefs d'entreprise. En termes d'effectifs, aujourd'hui, on a dit que vous avez de plus en plus de dossiers à traiter. En termes d'effectifs et de budget, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui au niveau du tribunal de commerce de Tours ? Au niveau effectif, oui, c'est suffisant. On était 25, j'ai demandé à passer à 27. Donc aujourd'hui, nous sommes 27 juges. Depuis cette année ? Depuis cette année, c'est effectif depuis l'audience solennelle qui a eu lieu il y a 8-10 jours. En termes de budget, j'en ai déjà longuement parlé, c'est très faible. On est autour de... 2300. Il manquerait combien ? C'est pas facile à évaluer, mais mon budget actuel annuel sur l'ensemble des juges, c'est 2336 €. Pour payer tous vos frais ? Les frais, c'est tout ce qui est fourniture qu'on peut avoir. C'est également les robes des juges. Une robe, ça coûte 650 €. On a à peu près 4 à 5 juges nouveaux par an. Donc vous faites un calcul de tête, ça ne suffit pas. Merci beaucoup, Éric Veriden, d'être venu sur notre plateau. Ce soir. Une question à présent dans ce journal, Faustine. Où en est le projet du CERM, ce futur RER métropolitaine à Tours ? Une conférence de presse était donnée aujourd'hui pour faire le point. Pour rappel, le projet entend permettre notamment l'ouverture de 5 nouvelles haltes ferroviaires d'ici 2035, à l'image de celle de Fondettes-Saint-Cyr-sur-Loire. L'objectif final, avoir 30 gares desservies avec au moins un train toutes les 30 minutes par sens en heure de pointe d'ici 2040 sur la métropole. Mais pour concrétiser le projet, la région Centre-Val de Loire et la métropole tourangelle attendent encore sa labellisation par l'État. Écoutez. A priori, ils ont donné des coups et là, on l'a remise droite. Mais ce matin, quand on est arrivé, elle était totalement penchée. Ils se sont introduits sur le côté. Nous, on n'a pas de tiroir-caisse. On n'a que des monnayeurs qui sont des mini-coffres. Il y a une petite erreur d'interview. Est-ce qu'on peut lancer le bon interview ?
Allons-y. On peut d'ores et déjà dire que c'est sur du court terme, puisqu'il y a un certain nombre de haltes ferroviaires qui sont en cours d'ouverture. Il y a le dossier de labellisation qui a été déposé. Après la labellisation, nous espérons tous un plan de financement encore plus ambitieux, notamment avec des financements de la part de l'État, de sorte à se pouvoir dynamiser, à pouvoir augmenter l'ambition du projet localement. C'est une grande réussite parce qu'il y a déjà eu sur les premières journées, il y a eu plus de 200 usagers qui ont fait un tour Fondette. Et il faut le rappeler, c'est 7 minutes en train, alors que quand on le fait en transport en commun classique ou en voiture, c'est plutôt 20-25 minutes. Voilà pour les réactions de ce futur RER métropolitain. À présent, vous en avez vu quelques images, on va en parler. La boulangerie Paul Meunier de l'avenue Grammont à Tours a été cambriolée. Oui, le vol avec effraction a eu lieu cette nuit. Vers 1h30 du matin, les cambrioleurs seraient entrés dans le commerce en fracassant la porte vitrée avant de s'emparer notamment des tablettes informatiques et d'un téléphone portable. Bilan, un préjudice estimé à 35 000 € en grande partie à cause des dégâts occasionnés. Malgré tout, la boutique était ouverte aujourd'hui. Écoutez Maxime Meunier, l'un des propriétaires. A priori, ils ont donné des coups et bon là on l'a remise droite, mais ce matin quand on est arrivé, elle était totalement penchée et ils se sont introduits sur le côté. Nous, on n'a pas de tiroir-caisse, on n'a que des monnayeurs qui sont des mini-coffres installés dans le magasin. Et pour le coup, ils ont cassé le monnayeur pour essayer de récupérer les espèces, ce qui est quasi impossible puisque les billets et les pièces ressortent totalement mutilés. On a des caméras et surtout la ville de Tours a ses propres caméras, ce qui fait qu'ils ont pu repérer, enfin en tout cas identifier non pas les personnes mais l'endroit où ils se sont rendus après. Et c'est la 4e fois qu'une boulangerie du groupe est cambriolée, la 2e fois pour cette boutique en particulier. Politique à présent, Christophe Bonhomme rejoint la liste de Benoît Pierre, candidat centriste pour les municipales à Tours. Tous les deux appellent notamment à revoir le projet de ligne 2 du tramway pour lequel ils affirment vouloir porter, je cite, une alternative réaliste et chiffrée permettant d'économiser plusieurs centaines de millions d'euros en recentrant le projet sur le tronçon réellement pertinent. Un débat public sur le traitement des déchets nucléaires avait lieu hier soir à la centrale de Chinon. Ils sont organisés un peu partout en France pour aller à la rencontre notamment des populations voisines de ces sites nucléaires. L'objectif, recueillir les interrogations et les inquiétudes des locaux en vue de l'élaboration du prochain plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. L'occasion pour les habitants d'Avoine et des communes alentours de poser leurs questions. Lucas Chopin. Le débat public consacré au traitement des déchets radioactifs fait halte à Avoine. À l'ombre de la centrale nucléaire, les habitants ont pu partager leurs interrogations, notamment quant au démantèlement futur d'une partie du site chinonnais. Parmi les citoyens présents, plusieurs anciens travailleurs du nucléaire. Le sujet, ils le connaissent et il les inquiète. Je suis un ancien agent EDF qui a travaillé dans les déchets. Et le retraitement, c'est toujours le même problème. Le retraitement, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça avance? Ça fait 10 ans que je suis parti, mais est-ce qu'on a bien avancé? Je ne sais pas. Moi, si on me dit ces déchets-là, on va les transporter en dehors de la centrale, stop! Pas d'accord. Dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de protocole, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Comme on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, principe de précaution, c'est non. Un débat qui permet également de faire remonter des questions liées à l'environnement. Je milite dans une association de défense de l'environnement qui s'appelle ASPI, donc je suis ça d'assez près. Et puis là, je suis venu chercher aussi des réponses un petit peu à certaines questions. Qu'est-ce qu'on va faire des déchets, du graphite par exemple? Comment on va l'extraire du cœur? Est-ce que c'est pas plus dangereux de l'extraire du cœur et de le trimballer on ne sait pas où, plutôt que de le laisser sur place? Mais plus que des réponses, les organisateurs de ce débat public apportent surtout la garantie que ces interrogations seront prises en compte dans le futur plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Ce qu'on attend, c'est de voir quelle est leur perception. En fait, ils ont un site nucléarisé sur leur territoire. Ils ont un site en démantèlement. Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Est-ce que ça constitue des risques ou des bénéfices? Pour tirer aussi les enseignements de... Un plan, c'est bien, mais il faut que les territoires soient entendus aussi dans ce qu'ils vivent. Ce débat public prendra fin le 10 février prochain. Un compte-rendu sera publié 2 mois plus tard.
On vous en parlait hier, ce procès de 6 hommes et une femme accusés d'être impliqués dans un trafic de cuivre en Touraine et aux alentours. Dans cette affaire, 107 tonnes de métaux auraient été dérobées en l'espace d'1 an, soit l'équivalent de 140 km de câbles électriques. La procureure a requis à leur encontre des peines comprises entre 8 mois de prison avec sursis et 3 ans de prison ferme pour vol aggravé, recel en bande organisée et association de malfaiteurs. Le délibéré sera rendu le 5 mars. Un ancien resto-route de la Nationale 10 à Chambray-les-Tours va être rénové. Oui, c'est le souhait de l'association Nostal10 qui œuvre pour valoriser le patrimoine et la mémoire de la mythique route nationale 10. Actuellement propriété de Renault, le terrain devrait être intégré au projet immobilier de la Porte des Arts et le bâtiment, typique des années 60, sera conservé. Regardez. On se croirait presque de retour dans les années 60, sauf qu'à l'époque, ce resto-route était loin d'être laissé à l'abandon. C'était plutôt un véritable lieu de passage au bord de la Nationale 10, dont l'association de préservation du patrimoine Nostal 10 garde de précieux souvenirs. Des cartes postales, une photo, le guide rouge, parce que le resto-route, il était quand même référencé dans le guide rouge Michelin. Vous pouviez déjeuner au resto-route des 24 heures et il y a, comme stipule le petit logo, un très vaste parking. Car inauguré en 1955, le resto-route de Chambray-les-Tours a longtemps été un lieu de restauration pratique et bon marché, notamment pour les vacanciers et les routiers qui empruntaient tous les jours la RN10, à l'époque seule grande artère reliant Paris à Bordeaux. On est dans le début des 30 Glorieuses. Pour les générations futures, c'est un beau témoignage de ce que pouvait être l'univers des mobilités des années 50 et 60. Ce succès prend fin dans les années 70 avec l'arrivée de l'autoroute A10 et notamment du tronçon entre Tours et Poitiers venu concurrencer la nationale. Le restaurant ferme, le bâtiment lui servira ensuite de cantine aux employés de la concession Renault voisine avant d'être totalement oublié. Aujourd'hui, même si 25 ans d'abandon ont fait des ravages, le style de l'époque est toujours bien présent. Les lieux n'ont pas trop changé avec la cheminée au fond. On voit bien ici donc les tables qui étaient aménagées le long des fenêtres. Et ces lieux pourraient justement retrouver leur splendeur des 30 Glorieuses, car leur restauration a été annoncée cet été par la municipalité de Chambray-les-Tours, dans le cadre d'un projet plus vaste de réhabilitation du quartier de la Porte des Arts. C'est une marque du passé. On ne peut pas le raser. Il faut effectivement intégrer ce passé à des projets d'avenir. Il nous semblait intéressant de le garder, de le sauvegarder. Sur cette friche verront donc bientôt le jour des logements, des services, une salle de sport, des bureaux, une résidence étudiante et au milieu de tout ça, le resto-route des 24 heures fera son retour. Ne reste plus qu'à lui trouver une affectation. Restaurant comme à l'époque, bar, commerce ou musée, tout est encore possible. Voilà pour ce beau sujet signé Faustine Luneau. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invité Pascale Gasnier, prospectrice immobilier au Centre de Propriétaires Solidaires 37. Pour répondre à cette question, louer solidaire, comment les propriétaires privés peuvent agir contre le mal logement? Bonsoir Pascale Gasnier, bienvenue sur notre plateau. Déjà, on va rappeler ce qu'est ce dispositif Propriétaires Solidaires 37. Alors, Propriétaires Solidaires 37 est un dispositif qui date de 2023. Qui est financé par l'État et la ville de Tours et qui est soutenu par le conseil départemental d'Indre-et-Loire et qui vise à permettre à des ménages modestes d'accéder à un logement digne. Une plateforme qui fait le lien entre les propriétaires d'un côté et des associations de l'autre. Exactement. Les propriétaires, nous tentons de rentrer en contact avec eux par différents biais. Nous les renseignons, nous les informons sur les avantages, les garanties du dispositif loué solidaire, de façon à ce qu'ils puissent nous confier leurs biens en gestion. Alors on va parler aux propriétaires qui nous regardent ce soir. Comment ça se passe concrètement? Il y a 2 solutions qui sont possibles pour les propriétaires? Effectivement, il y a 2 solutions possibles. Soit une location en mandat de gestion via une agence immobilière sociale, soit en location sous location, c'est-à-dire que c'est une association qui va être preneuse du bail et qui va sous-louer le logement à un ménage, qui répondra aux critères de l'intermédiation locative. Dans les deux cas, le mandat est confié à un organisme qui est agréé par l'État intermédiation locative et qui pourra faire bénéficier aux propriétaires d'un certain nombre d'avantages et notamment d'un accompagnement social du locataire, un accompagnement adapté. Alors il y a d'autres avantages.
notamment les loyers qui sont garantis. Ça, c'est un vrai avantage pour les propriétaires qui participent à ce dispositif. Tout à fait. Donc, via le mandat de gestion, il y a une garantie liée à un dispositif, un partenariat avec Action Logement, le dispositif Visal. Donc, il y a une garantie, effectivement, concernant le paiement des loyers. Et les impayés sont pris en charge par Action Logement s'il y a une défaillance. Mais surtout, l'accompagnement social vise à travailler le budget aussi avec les locataires. Donc, c'est avant d'activer ce dispositif, il y a un suivi régulier qui est fait avec le locataire. Via le dispositif en location sous location, c'est l'association qui verse le loyer au propriétaire et l'association en retour reçoit une indemnité compensatoire. Donc il y a une vraie sécurité concernant les loyers pour le propriétaire. Il y a aussi on peut bénéficier d'avantages fiscaux aussi. Voilà, donc il y a aussi un avantage fiscal qui peut aller jusqu'à 65% de réduction d'impôt. Et puis le propriétaire peut aussi bénéficier de primes et d'une prime supplémentaire sur la ville de Tours. Voilà. Alors jusqu'à 3 000 €. Alors voilà, au total, plus éventuellement 1 000 € sur la ville de Tours grâce à son soutien. Dernière question, quel type de logement vous recherchez? À quel propriétaire on peut s'adresser ce soir? Alors, on recherche des logements qui correspondent aux demandes, au profil des locataires à loger. Donc, on est plutôt sur du petit logement, T1, T1 bis, T2. Parfois, des logements un peu plus grands pour des familles, principalement sur Tours et la métropole, mais aussi dans des centres-villes de villes-pôles tels que Chinon et Amboise. Des logements qui sont en bon état, où il n'y a pas de gros travaux à réaliser? Voilà, pas de gros travaux à réaliser, parce qu'on est souvent quand même sur des ménages à loger rapidement. Pour autant, s'il y a des propriétaires qui sont intéressés, qui ont des travaux à réaliser, ils peuvent quand même nous contacter, et ce sera pour une location à plus long terme. On aura appréhendé le sujet ce soir. Si vous êtes intéressé et que vous voulez donner suite à la discussion de ce soir, propriétairesolidaires.fr. C'est écrit juste en dessous pour toutes les informations. Merci beaucoup Pascale Gasnier d'avoir été sur notre plateau ce soir. Juste avant de se quitter, rappel du principal titre, Faustine. Oui, le site Brandt de Vendôme intéresse le fabricant d'électroménager breton Ever. Ce dernier a déposé une offre de reprise qui doit être étudiée par le tribunal de commerce de Nanterre. Merci beaucoup Faustine, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée.